Bruce Lee et Bolo Yeung. Deux noms qui résonnent comme des coups de gong dans l'univers des arts martiaux. Leur duo électrique dans l'entrée du dragon a marqué des générations de fans, mais derrière les scènes mythiques se cache un affrontement réel dont personne ne parle. Un combat improvisé, loin des caméras et des chorégraphies étudiées, où ces deux titans ont mesuré leur puissance pure. Imaginez la scène, un gymnase étouffant, quelques témoins médusés, et cette tension palpable entre le dragon et la bête. Mais comment en est-on arrivé là? Tout commence avec le film lui-même, sorti en 1973. L'entrée du dragon devait être bien plus qu'un simple divertissement. C'était le manifeste de Bruce Lee, sa vitrine pour révolutionner les arts martiaux au cinéma. À l'origine, le scénario prévoyait un duel épique entre son personnage et celui interprété par Bolo Yeung, une collision entre deux philosophies opposées. D'un côté, la finesse et l'improvisation du Jeet Kune Do façon Bruce, de l'autre, la puissance terrifiante de Bolo, véritable colosse de 1,88 m pour 110 kg de muscles purs. Pourtant, cette confrontation n'a jamais vu le jour à l'écran. Warner Bros., soucieux de recentrer le récit, a sabré dans les scènes secondaires pour privilégier l'affrontement final contre Han, le maître du crime joué par Shishkien. Une décision logique narrativement, mais qui a privé les fans d'un moment historique. La scène chorégraphiée, minutieusement préparée par Bruce lui-même, est restée au placard. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Car en coulisses, loin des pressions hollywoodiennes, les deux hommes ont décidé de régler leur compte autrement. L'anecdote vient des techniciens présents ce jour-là. Lors d'une pause sur le tournage, une discussion animée sur l'efficacité réelle de leurs styles respectifs aurait dégénéré en défi spontané. Pas de caméra, pas de cascade, juste un face-à-face brut où chaque mouvement comptait. Avant de vous révéler l'issue de ce choc légendaire, plongeons dans les racines de ces deux icônes. Car leur parcours, aussi différent que le yin et le yang, explique tout. Bruce Lee, né à San Francisco en 1940 mais élevé dans le Hong Kong des triades, avait forgé son art dans la rue. Fils d'une star de l'opéra cantonais, il grandit entre les planches de théâtre et les ruelles dangereuses où ses talents de danseur lui sauveront la vie plus d'une fois. À 13 ans, son père l'inscrit chez le légendaire Ip Man, maître de Wing Chun. Mais le jeune prodige ne se contente pas des traditions. Il absorbe la boxe anglaise, l'escrime, même la philosophie occidentale pour créer son propre style, le Jeet Kune Do. Bolo Yeung, lui, c'est l'anti-Bruce. Né Yangtze en 1946 dans la province chinoise du Guangdong, il se tourne d'abord vers l'haltérophilie, remportant le titre de Mister Hong Kong en 1970. Sa carrière martiale démarre presque par accident, lorsqu'un producteur repère son physique de titan dans une salle de sport. Avec ses biceps larges comme des jambons et son regard de prédateur, il incarne rapidement l'archétype du méchant invincible. Deux destins, deux approches. Bruce, le penseur qui transforme chaque mouvement en poésie. Bolo, la force de la nature qui pulvérise les obstacles. Quand leurs chemins se croisent sur le tournage, c'est plus qu'une rencontre d'acteurs, c'est un choc de culture martiale. Et ce jour-là, dans l'odeur de la sueur et des parquets cirés, la théorie allait enfin rencontrer la pratique. Mais Bruce ne se contentait pas de constater ses limitations. Il les transcendait méthodiquement. Durant des années, il étudia la boxe avec la précision d'un scientifique, analysa l'escrime comme un stratège, et disséqua divers styles de combat. Son laboratoire? Les rues de Hong Kong puis les salles d'entraînement américaines. Il collectionnait les techniques comme d'autres collectionnent des timbres, gardant seulement les plus efficaces. Un véritable tri sélectif martial. Cette démarche iconoclaste donna naissance au Jeet Kune Do un style qu'un manifeste vivant prônant l'adaptation constante. Imaginez un philosophe en survêtement, remettant en question des siècles de tradition devant des étudiants médusés. À 18 ans, le voilà de retour en Amérique, son portefeuille aussi léger que ses ambitions sont grandes. Tout en suivant des cours de philosophie à l'université de Washington, il finance ses études en enseignant le kung-fu avec une approche qui fait grincer des dents les puristes. Ses élèves? Des occidentaux, des femmes, des gens de toutes origines. Scandale. Les maîtres traditionnels crient au sacrilège quand ce jeune turbulent ose simplifier les formes ancestrales. Mais Bruce persiste, pour lui, un art martial qui se cache derrière le mystère est un art stérile. Pendant ce temps, à 10 000 km de là, un autre destin se forge dans la fournaise de Guangzhou.
Bolo Yeung, né en 1946, emprunte un chemin radicalement opposé. Là où Bruce brise les codes, Bolo les incarne. Dès l'enfance, il se plie à la rigueur monacale des arts traditionnels. Son quotidien? Entraînement jusqu'à l'épuisement, coups de bâton sur les tibias pour les endurcir, respiration contrôlée au petit matin. Mais voilà qu'à l'adolescence, ce pur produit des temples chinois découvre les haltères. Un choc culturel. Le bodybuilding pratique alors quasi inconnu en Chine, devient son nouveau credo. Imaginez la scène, dans un modeste gymnase de Hong Kong, ce moine soldat des temps modernes fusionne la discipline ancestrale avec les méthodes de culturisme occidental. Le résultat est stupéfiant. À 20 ans à peine, Bolo arrache le titre de champion de bodybuilding de Hong Kong, couronne qu'il gardera 10 ans durant. Son corps se transforme en cathédrale musculaire, des pectoraux qui ressemblent à des boucliers, des bras plus épais que des poteaux téléphoniques. Mais contrairement aux culturistes ordinaires, chaque muscle reste au service du combat. Sa spécialité? Allier la puissance d'un éléphant à l'agilité d'un félin, un mélange qui attire bientôt les producteurs de cinéma. Tandis que Bruce révolutionne les arts martiaux en Amérique, Bolo devient l'antagoniste ultime du cinéma hongkongais. Ses biceps proéminents et son regard tueur en font la terreur des héros. Une apparition à l'écran et toute la salle tremble, sans qu'il ait besoin de prononcer une réplique. Leur rencontre semblait écrite par le destin. Après l'affront d'Hollywood où on lui préféra David Carradine pour son propre projet Kung Fu, Bruce revient à Hong Kong en conquérant. The Big Boss en 1971 pulvérise les records, suivi par La Fureur de vaincre. Son succès est tel que Warner Bros propose une alliance historique, Opération Dragon, première coproduction sino-américaine majeure. Pour affronter leur nouvelle star, il fallait un adversaire à sa mesure. Le choix de Bolo s'impose comme une évidence, la rencontre explosive entre deux visions du monde martial. Car leur différence dépassait l'apparence. Bruce, un M72 pour 64 kg, était une Formule 1 humaine, chaque muscle calibré pour l'efficacité pure. Ses entraînements relevaient de l'obsession, coup porté à un bar oblique 500 de seconde, enchaînement plus rapide que le clignement d'une paupière. Son corps était une machine de guerre minimaliste, dépourvue de toute masse superflue. À l'opposé, Bolo pesait près de 90 kg de muscles saillants, une forteresse vivante. Mais derrière cette carrure de titan se cachait une agilité déconcertante, héritage de ces années de pratique traditionnelle. Leur philosophie s'entrechoquait comme le yin et le yang. Bruce, le révolutionnaire, prônait l'économie de mouvement, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas. Bolo incarnait la tradition matinée de puissance brute, une montagne en mouvement. Leur affrontement dans Opération Dragon ne serait pas qu'un simple combat de cinéma, mais le choc de deux univers martiaux irréconciliables. La vitesse contre la masse. L'innovation contre la tradition. L'éclair contre le tremblement de terre. Les coups de Bruce l'y frappaient comme des éclairs, laissant à peine le temps à son adversaire de réagir. Chaque mouvement était d'une rapidité fulgurante, chaque technique visait avec une précision chirurgicale les points vitaux. Mais ce qui rendait Bruce véritablement redoutable, c'était cette alchimie parfaite entre son corps d'athlète et son esprit de stratège. Il lisait les intentions de son opposant comme un livre ouvert, anticipant chaque attaque avant même qu'elle ne se dessine. Sa célèbre philosophie, être comme l'eau, prenait vie dans l'arène. Fluide, insaisissable, capable de s'adapter instantanément à toute situation. Cette mentalité lui permettait de réécrire les règles du combat en temps réel, transformant chaque faiblesse adverse en opportunité. Face à lui, Bolo Yeung incarnait la force brute incarnée. Avec son 1 M68 et ses 70 kg de muscles saillants, il ressemblait à une version humaine d'un bulldozer. Des années de bodybuilding intensif avaient forgé un physique dont la simple présence intimidait. Chaque fibre de son corps participait à son art martial, poing d'acier, coude tranchant, genou destructeur. Sa technique reposait sur une logique implacable, réduire la distance, frapper fort, et écraser la résistance par une puissance pure. Une approche qui avait fait ses preuves dans des combats explosifs, mais qui cachait un point faible, l'endurance. Maintenir cette masse musculaire surprotéinée demandait un effort colossal, un détail qui allait s'avérer crucial. Leur opposition transcendait le simple duel physique. C'était le choc de deux philosophies martiales irréconciliables. D'un côté,
l'adaptabilité intelligente de Bruce, héritière des traditions orientales. De l'autre, la domination brutale de Bolo, reflet d'une approche presque mécanique du combat. Leurs différences créaient une dynamique fascinante. La finesse contre la puissance, la fluidité contre la rigidité, l'improvisation contre la force pure. Bruce maîtrisait l'art du tempo. Il dansait autour de son adversaire, entrant et sortant de sa distance de frappe avec une élégance déconcertante. Chaque attaque était un piège, chaque esquive une invitation à contre-attaquer. Il dictait le rythme du combat comme un chef d'orchestre, forçant Bolo à réagir plutôt qu'agir. Cette capacité à rester un pas en avance mentalement et physiquement était la clé de voûte de sa stratégie. Bolo, lui, répondait par une pression constante. Sa tactique? Transformer l'arène en étau, écraser l'espace vital, frapper jusqu'à ce que les défenses cèdent. Une méthode qui avait pulvérisé tant d'adversaires, mais qui trouvait ici ses limites face à l'insaisissable Bruce. Leur affrontement clandestin lors des répétitions pour l'entrée du dragon devint une légende, un duel où l'endurance mentale s'avéra aussi déterminante que la puissance physique. À l'écran, cette alchimie des contraires électrisa le film. Bruce Lee y incarnait bien plus qu'un simple héros. Il était la conscience morale du récit, un guerrier poète mêlant discipline ancestrale et idéaux modernes. Son personnage, Lee, infiltrant le tournoi criminel d'An sur une île mystérieuse, portait toute la profondeur philosophique du film. Chaque combat devenait une leçon de vie, chaque mouvement une expression de son credo martial. Bolo, en revanche, personnifiait la menace tangible. Sa présence à l'écran était une onde de choc physique, rappelant que derrière les intrigues du seigneur du crime An se cachait une violence primitive. Leur antagonisme à l'écran, nourri par leurs différences réelles, donna naissance à des scènes de combat qui révolutionnèrent le cinéma d'arts martiaux. Quand leurs styles opposés se rencontraient à l'image, c'était tout le duel entre raffinement technique et puissance animale qui prenait vie. Et c'était à lui de découvrir la vérité et de traduire les coupables en justice. Mais le rôle de Bruce Lee dans Opération Dragon dépassait largement celui d'un simple justicier. À travers son personnage, c'est toute la philosophie des arts martiaux qui prenait vie. Son parcours incarnait les convictions profondes de Bruce lui-même. Une quête permanente d'amélioration, le respect même envers ses adversaires, et un sens aigu de l'équité. Chaque combat, chaque réplique, chaque silence éloquent était imprégné de sa vision. Il ne jouait pas un rôle, il se transmettait. Prenez les scènes de combat, ces chefs-d'œuvre de chorégraphie. Bruce y déployait une grâce calculée, mêlant sa vitesse légendaire à une précision chirurgicale. Le duel dans la salle des miroirs, notamment, est entré dans la légende. Imaginez, des centaines de reflets brisés, un labyrinthe où l'ennemi se démultiplie. Cette scène n'était pas qu'un spectacle, c'était une métaphore du combat intérieur, du dépassement de soi. La technique y rencontrait la poésie, un hommage au génie de Bruce tant comme artiste martial que comme cinéaste. Face à lui, Bolo Yeung, alias Bolo, offrait un contraste saisissant. Bras droit du cruel Han, il incarnait la force brutale, une menace palpable. Avec son physique massif et son regard glaçant, il représentait tout ce que Bruce rejetait. La brutalité sans âme, la violence dénuée d'honneur. Pourtant, malgré un temps d'écran réduit, Bolo a marqué les esprits. Chaque apparition suintait la dangerosité, ajoutant une tension électrique au récit. Ses combats, d'une intensité physique rare, étaient des sommets d'adrénaline. Saviez-vous qu'une scène coupée au montage aurait approfondi leur affrontement? Bruce et Bolo devaient s'affronter dans un duel bien plus long, un choc de philosophie où chaque coup aurait symbolisé leur opposition. Bien qu'elle n'ait pas fait le final cut, cette rivalité a bel et bien existé, hors caméra. Durant les entraînements, les deux hommes se défiaient subtilement, repoussant leurs limites. Bruce, perfectionniste, ajustait chaque mouvement. Bolo, imposant, testait ses propres capacités. Une compétition muette, mais réelle, qui a nourri leur alchimie à l'écran. Cette énergie n'a pas échappé aux autres talents du film. Jim Kelly, champion de karaté avant d'être acteur, observait ses joutes d'un œil expert. Lui qui jouait Williams, le rebelle charismatique, comprenait la dynamique entre les deux hommes, une rivalité respectueuse, mais intense. Le plateau devenait parfois une arène improvisée, où chacun démontrait son art entre deux prises. Même Bob Wall, le méchant à la ceinture noire, en témoignait. Quand Bruce et Bolo travaillaient ensemble, l'air devenait électrique.
On sentait que chaque geste était à la fois spectacle et défi. Le tournage d'Opération Dragon était bien plus qu'une production cinématographique. C'était un rassemblement unique de légendes vivantes, un creuset où se mêlaient talent et ego, discipline et passion. Bruce, avec son charisme électrique, attirait tous les regards, mais Bolo, en contrepoint parfait, donnait au film son poids, son enjeu. Leur duel final, bien que tronqué, reste un moment culte, où la virtuosité triomphe de la force brute. Et derrière ces icônes, une constellation d'artistes martiaux participait à cette alchimie. Chacun, à sa manière, a contribué à élever le film. Kelly par son style décontracté mais mortel, Wall par sa rigueur technique. Tous sentaient qu'ils écrivaient l'histoire, non seulement du cinéma d'action, mais de la représentation des arts martiaux à l'écran. Une œuvre où chaque coup de poing, chaque cri, chaque silence portait l'âme de ceux qui les exécutaient. La tension montait donc, palpable, transformant chaque journée de tournage en défi artistique et physique. Bruce, infatigable, peaufinait chaque détail. Bolo, en géant impassible, attendait son heure. Entre eux, une alchimie faite de respect mutuel et de saine émulation. Leurs échanges, parfois silencieux, parlaient plus fort que les dialogues, un langage universel de passion et de dévouement à leur art. Les différences fondamentales entre Bruce Lee et Bolo Yeung transcendaient la simple apparence physique, leur philosophie martiale formait un contraste saisissant. Bruce, architecte du Jeet Kune Do, privilégiait une approche scientifique du combat, vitesse éclair, précision millimétrée et économie de mouvement. Chaque geste ressemblait à une équation résolue en temps réel, où la fluidité l'emportait sur la force brute. À l'opposé, Bolo incarnait la puissance terrienne, ses muscles saillants promettant une force destructrice capable de pulvériser les défenses. Cette dichotomie devenait palpable lors des répétitions, où leurs ombres portées dessinaient deux langages corporels radicalement différents. Pendant les pauses, le plateau se transformait en laboratoire vivant des arts martiaux. Sammo Hung et un jeune Jackie Chan, alors simple cascadeur, se regroupaient autour de Bruce comme des disciples attentifs. Lorsqu'il démontrait son fameux one-inch punch ou ses coups de pied circulaires, ce n'était pas le spectacle qui captivait, mais la mécanique parfaite dissimulée sous chaque mouvement. Bruce expliquait comment un angle de poignet modifié de quelques degrés pouvait décupler l'impact, ou pourquoi un déplacement latéral de 10 cm rendait une esquive irrésistible. Ces leçons improvisées révélaient l'essence même de sa philosophie, le combat comme science appliquée. Bolo, lui, offrait des démonstrations d'une autre nature. Un jour, il défia plusieurs cascadeurs de lui tenir les bras tendus, puis plia lentement les coudes contre leur résistance combinée, un exploit de force pure qui laissait le groupe muet d'admiration. Ses coups de poing dans les sacs de sable produisaient un bruit sourd caractéristique, comme des marteaux-pilons frappant de l'acier. Pourtant, malgré cette aura de puissance invincible, les observateurs avertis remarquaient une nuance cruciale. Là où Bruce dansait avec l'espace, Bolo cherchait à le dompter par la force. La tension monta d'un cran lorsque Warner Brothers décida de réduire le rôle de Bolo en fin de production. Sur le plateau, les sourires forcés et les silences trop longs trahissaient l'inconfort ambiant. Pour Bolo, c'était plus qu'une blessure d'ego, c'était le déni public de sa valeur martiale. Lorsqu'on apprit que leur affrontement chorégraphié serait coupé au montage, l'affront devint intolérable. Ce geste studio déclencha l'inévitable, Bolo lança un défi en règle à Bruce, un combat réel loin des caméras et des scénarios. Le terrain d'entraînement se transforma en arène improvisée. Bruce, vêtu simplement d'un pantalon de training, adopta immédiatement sa posture caractéristique, poids répartis sur l'avant-pied, main basse comme un félin prêt à bondir. Bolo, torse nu révélant une musculature de statue grecque, martelait l'air de coups d'avant-bras capables de briser des planches de pin. Aucun gong ne donna le signal, leur regard croisé fut le seul départ nécessaire. Les premières secondes scellèrent le ton du combat. Bruce tournoyait autour de Bolo avec une agilité déconcertante, ses coups de pied fouettés claquant comme des drapeaux dans la tempête. Chaque attaque visait méthodiquement les points de faiblesse, l'intérieur des cuisses, le plexus, les avant-bras. Bolo encaissait comme un roc, tentant d'attraper les membres fuyants de son adversaire. Lorsqu'il parvint enfin à réduire la distance, son coup de poing en uppercut souleva littéralement Bruce de quelques centimètres, mais trop lent. La main ouverte de Bruce avait déjà détourné le bras attaquant, tandis que son autre poing percutait le foie de Bolo avec une précision clinique.
Le combat se transforma progressivement en guerre d'usure. La musculature hypertrophiée de Bolo, atout initial, devint son talon d'Achille. Chaque échange le laissait un peu plus essoufflé, la sueur ruisselant sur ses pectoraux tendus. Bruce, lui, semblait puiser dans une réserve inépuisable, son corps filiforme déployant une endurance surprenante. Ses contre-attaques exploitaient systématiquement l'élan de Bolo. Lorsqu'il chargeait comme un taureau, une pique des doigts dans les côtes flottantes le faisait grimacer. Quand il tentait une prise, un coup de talon fendant l'air le forçait à reculer. Pourtant, la puissance de Bolo restait une menace constante. À la 20e minute, un crochet du droit frôla la tempe de Bruce avec un sifflement menaçant, l'onde de choc fit vaciller le plus petit homme. Pour la première fois, une lueur d'inquiétude traversa le regard de Bruce. Il intensifia immédiatement son jeu de jambes, transformant l'affrontement en ballet stratégique où chaque pas comptait triple. Ses frappes devinrent plus rapides mais moins puissantes, visant délibérément les bras de Bolo pour altérer sa capacité à frapper. Pourtant, Bruce semblait à peine entré en action. Ses gestes conservaient une vivacité électrique, chaque coup porté avec une précision chirurgicale. Son énergie, loin de faiblir, paraissait même augmenter au fil des échanges. À la 10e minute, le contraste était frappant. Bolo haletait lourdement, ses épaules massives s'affaissant sous le poids de l'effort. Ses coups, jadis dévastateurs, perdaient en puissance et en coordination, comme si chaque mouvement devait vaincre une résistance invisible. Bruce, tel un prédateur flairant la faiblesse, intensifia alors son assaut. Il accéléra le tempo avec une série de combinaisons fulgurantes, coups de pied circulaires suivis de rafales de poings directs, transformant l'arène en tempête d'acier. Cette démonstration d'endurance ne devait rien au hasard. Elle incarnait sa philosophie d'entraînement extrême, où des heures passées à frapper le sac de Rix, à courir avec des poids aux chevilles et à perfectionner son JIT qu'une dos forgeait un corps infatigable. Bolo, le visage ruisselant de sueur, résistait avec l'opiniâtreté d'un guerrier. Chaque parade semblait puiser dans ses dernières réserves. Lorsqu'il tentait une contre-attaque, ses mouvements trop lents étaient immédiatement neutralisés par les contreprises foudroyantes de Bruce. Le combat se muait en une épreuve de survie, révélant cruellement les limites du pur volume musculaire face à l'efficacité scientifique. La reddition de Bolo survint comme une évidence physique. Épuisé au point de peiner à tenir debout, il dut s'avouer vaincu par une machine à combattre qui paraissait encore en échauffement. Tandis que le géant titubait, Bruce sautillait sur place, prêt à enchaîner d'autres rounds. Ce décalage illustrait parfaitement leur divergence d'approche. Là où Bolo incarnait la force statique des bodybuildés de l'époque, Bruce personnifiait déjà l'athlète complet du futur. Au-delà de la performance physique, cet affrontement validait la révolution martiale initiée par Lee. Son insistance sur l'entraînement cardiovasculaire, alors négligé par la plupart des pratiquants, démontrait sa supériorité stratégique. Un coup unique bien placé vaut mieux que 100 coups inefficaces, disait-il. Cette philosophie d'économie d'énergie transformait chaque geste en arme redoutable, une leçon que Bolo paya au prix fort. Pourtant, la défaite du colosse recelait aussi une forme de victoire. Tenir 10 minutes contre la Furia y relevait déjà de l'exploit, tant l'intensité de ses assauts brisait les esprits les plus aguerris. Si son physique hypertrophié devint soudain un handicap face à l'endurance, la ténacité de Bolo força le respect. Ses genoux tremblants mais toujours debout, ses bras meurtris continuant à parer, chaque instant criait sa détermination inébranlable. Ce combat miroir offrit aux deux hommes des révélations cruciales. Pour Bruce, ce fut la confirmation expérimentale que vitesse et précision l'emportaient sur la masse brute. Pour Bolo, une prise de conscience douloureuse mais salutaire. Sa musculature spectaculaire engloutissait trop d'oxygène, le condamnant à l'essoufflement dans les confrontations prolongées. Une leçon d'humilité qui le poussera par la suite à intégrer des séances de course à pied et d'entraînement par intervalles dans sa routine. Leur duel cristallisait un tournant historique dans les arts martiaux. À l'époque où les compétitions privilégiaient les démonstrations chorégraphiées, Lee imposait déjà le réalisme du combat dynamique. Chaque goutte de sueur versée ce jour-là alimenterait sa légende et influencerait des générations de pratiquants. Bolo, quant à lui, transformerait cette défaite en catalyseur, prouvant que même les géants peuvent se réinventer. Ce combat emblématique ne faisait pas que sceller une victoire physique pour Bruce Lee. Il cristallisait toute sa vision révolutionnaire des arts martiaux, une philosophie qui allait bien au-delà des dojos traditionnels. Imaginez la scène,
Face à la puissance brute de Bolo, Lee incarne l'adaptabilité absolue. Chaque muscle de son corps répond à une logique implacable, pas un mouvement superflu, pas une énergie gaspillée. Sa vitesse hypnotique n'est pas qu'un don naturel, mais le fruit d'un entraînement obsessionnel. Saviez-vous qu'il s'exerçait à attraper des grains de riz au vol pour aiguiser ses réflexes? Mais sous cette apparence de fluidité se cache une mécanique de précision militaire. Quand Bolo charge comme un taureau, Lee ne résiste pas frontalement. Il transforme l'assaut en opportunité, utilisant la force de l'adversaire contre lui-même. Une leçon vivante de son principe, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui est inutile. Le Jeet Kune Do n'est pas un style figé, mais un dialogue permanent avec le danger réel. Voyez comme il décrypte Bolo en temps réel. La tension des épaules avant une frappe, le transfert de poids subtil qui trahit une feinte. C'est cette lecture psychologique qui rend ses contre-attaques dévastatrices. L'aspect mental est tout aussi fascinant que les prouesses physiques. Bruce parlait souvent de l'esprit comme un miroir, reflétant l'adversaire sans jugement ni émotion parasite. Dans l'arène, on perçoit cette lucidité glaciale. Alors que la plupart des combattants s'enferment dans des schémas préétablis, lui reste dans un état de vigilance créative permanente. Sa célèbre formule « Soyez comme l'eau prend vie lorsqu'il esquive » contourne et submerge Bolo tel un torrent s'adaptant au relief. Cette victoire résonne comme un manifeste silencieux contre le dogmatisme martial. À une époque où les écoles rivales se disputaient sur des détails techniques, Lee démontre que l'efficacité prime sur la tradition. Pourtant, derrière l'apparente simplicité se cache un héritage complexe. Sa synthèse du Wing Chun, de la boxe occidentale et même de l'escrime crée un langage corporel inédit. Certains maîtres traditionalistes y virent une hérésie, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. La question demeure pourtant. Cette approche scientifique du combat rend-elle la victoire inévitable? Après tout, Lee lui-même disait douter de tout, surtout de ce que je vais vous dire. Et si Bolo avait étudié ces méthodes? L'histoire des arts martiaux est pleine de surprises, comme lorsque le judoka Helio Gracie défia des géants en redéfinissant les lois du combat au sol. Alors, chers passionnés, quelle est votre analyse? La supériorité technique pure peut-elle toujours triompher de la détermination et de l'innovation? Vos théories dans l'espace commentaire nous passionnent, et pour les nouveaux venus, une simple inscription vous ouvrira les portes de bien d'autres récits captivants.